Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à l'élection présidentielle. Au Togo, le dossier du jour s'interrogera sur les 10 ans de mandat du président Faure Gnassingbé. Au sommaire également de cette émission Congo, le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, deuxième formation de la majorité présidentielle, rejette toute modification de la Constitution. Au Zimbabwe, l'éviction de l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, est effective. Puis nous irons à la rencontre d'une journaliste indépendante qui s'est donnée pour mission de donner une image positive du continent africain. Et puis la CAF a entériné la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, selon laquelle le Maroc est désormais autorisé à participer aux prochaines CAN. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Notre invité et historien Hamzat Boukari. Monsieur Boukari, bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Et nos éditorialistes, Jemal Taleb. Jemal, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Et Samuel Gembok. Samuel, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Congo, le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, la deuxième formation qui compose la majorité présidentielle, rejette toute modification de la Constitution de janvier 2002. Un coup dur pour le président Denis Sassou Nguesso et ses alliés, comme nous l'explique Kekeli Afeto. Le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, deuxième formation de la majorité présidentielle, se prononce contre toute modification de la Constitution de janvier 2002. L'annonce a été faite ce samedi au terme d'un congrès extraordinaire du parti qui a regroupé quelques 1250 membres. Le MDDCI considère que la modification de la Constitution constitue une violation collective de la loi fondamentale et des statuts du parti. Les congressistes ont conclu que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 correspondrait dans le contexte politique actuel au Congo à une violation collective. Les congressistes ont décidé à l'unanimité que le MCDDI doit avoir et présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2016. Par ailleurs, le parti a désigné le ministre Guy Brice Parfait Kolela pour porter ses couleurs à l'élection présidentielle de 2016. Il demande à son allié, le Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso, de le soutenir en 2016 comme il l'avait fait pour ce dernier en 2009. Kolela lui-même avait déjà annoncé qu'il serait candidat et qu'il s'opposait à tout changement de l'actuelle constitution. Les observateurs s'attendaient à ce que le Congrès exige le départ de Guy Parfait Kolela du gouvernement, d'autant plus que le gouvernement qui est mis en place n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'alliance. L'alliance étant rompue avec la mouvance présidentielle, que Guy Parfait Kolela quitte le gouvernement. On ne peut pas annoncer qu'on est contre la politique de son alliance et passer à la place publique pour exiger à ce qu'il soit soutenu par le parti du président Denis Sassou Nguesso. Je crois que c'est à la limite, on est à la frontière du comique. Cette fissure au sein de la majorité présidentielle est un coup dur pour le parti du président Sassou Nguesso, le PCT, qui a déjà lancé la campagne pour le changement de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats du chef d'État. Monsieur Boukari, un coup dur pour le président Denis Sassou Nguesso ? Pas nécessairement, parce que c'est un vieux routier, il a l'habitude de la vie politique et de la classe politique congolaise, il la connaît très bien, il la maîtrise plus ou moins bien, il a des alliés partout, donc on peut penser qu'il saura rebondir et dépasser ce coup dur. Jemal, vous partagez l'avis de M. Boukari. Denis Sassou Nguesso, le président, va rebondir cette fois-ci, encore ? Je n'en ai pas le moindre doute. Je suis tout à fait de son avis. C'est le doyen, le sage des chefs d'État africains. Il a une connaissance parfaite de la carte politique de son pays et des arcanes politiques de son pays. Je n'ai aucun doute qu'il rebondira, bien entendu. Cette situation-là était prévisible, mais moi, j'ai une position sur les modifications de la Constitution qui ne sont pas toujours partagées. Je considère, encore une fois, qu'il est toujours regrettable de considérer qu'on doit régler un problème politique par des institutions et qu'en définitive, ça n'est pas... Je comprends tout à fait que quelqu'un soit au pouvoir depuis très longtemps et qu'on le dise un mandat de plus ou de moins ne change pas grand-chose. Là où je comprends moins, c'est qu'on lui dise vous n'avez pas le droit de vous présenter à nouveau parce que vous n'avez pas le droit de changer la Constitution. Un texte constitutionnel est un texte juridique qui est modifiable. D'ailleurs, il est tellement modifiable que chaque Constitution prévoit elle-même ses règles de modification. Vous comprenez, c'est président qui les modifie. Mais je les comprends.
la question, non, ce que je comprends moins bien, ce sont les oppositions. Il faut travailler sur l'amélioration des élections. Je crois que le problème est là. Il faut travailler sur la transparence des élections. Et donc, au lieu de perdre toute cette énergie et tout ce temps pour demander que les constitutions ne sont pas changées, ce qui est complètement anti-juridique, encore une fois, je veux dire anticonstitutionnel. Une constitution, ça se change. Là où il faut travailler, de mon point de vue, c'est de cela que nos pays ont besoin, c'est d'améliorer le cadre des élections, l'organisation des élections, l'indépendance de l'organe chargé de faire les élections. Et si vous garantissez des élections, pardon, vous allez pouvoir faire partir un chef d'État comme vous le souhaitez. On l'a vu dans beaucoup de pays, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu récemment encore au Nigeria, là où personne ne le prévoyait. Et donc je pense qu'il faudrait d'abord travailler sur cela. L'idée de dire nous allons le coincer parce qu'il ne pourra pas se présenter n'est de mon point de vue pas la façon la plus victorieuse de gagner une situation. Cela dit, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est là depuis 25 ans, il faut rester 5 ou 6 ans de plus. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais l'idée de dire une constitution, on ne la change pas, quoi qu'il en soit, est de mon point de vue un non-sens absolu. Ce dont on a besoin de nos pays, c'est la garantie de la transparence des élections. Alors, Samuel, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Vous comprenez, vous, cette position du président Denis Sassou Nguesso qui envisage de modifier la Constitution pour briguer un autre mandat? Je la comprends du point de vue d'un acteur politique qu'il est parfaitement. Tous les deux ont parfaitement bien illustré et argumenté là-dessus. Je pense qu'il compte beaucoup sur l'ethnicisation du jeu politique qui permet d'attribuer à certaines ethnies un pouvoir quelconque sur l'échiquier politique national. Et il sait que l'échiquier politique national reste profondément divisé. Aucun parti politique n'a une résonance nationale qui lui permette d'assurer un projet politique alternatif à celui que Sassou Nguesso a proposé. Mais en même temps, il connaît aussi des succès, même si cela peut être critiquable. Ce que moi, je retiendrai dans tout cela, c'est que l'après deviendra difficilement gérable à partir du moment où tout ce que la maturité politique de la République du Congo a pu enregistrer depuis 1992 sera profondément remis en question si un travail de fond n'est pas développé pour que les uns et les autres puissent développer un équilibre national et une scène politique saine et qui permettent le jeu politique de tous les partis. Et cela n'est pas acquis en ce moment. L'ancienne vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, limogée en décembre dernier par le président Robert Mugabe, a été exclue de la ZANU-PF. Le parti au pouvoir, l'annonce a été faite ce vendredi 3 avril par la direction de la formation politique. Elle est soupçonnée notamment d'avoir comploté contre le président du parti, mais aussi le président du pays, Robert Mugabe. Aminata Diak. C'est effectif, l'ancienne vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, limogée par le président Robert Mugabe, a été exclue de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Accusée de corruption et de complot contre le chef de l'État, ce dernier l'avait publiquement désavoué en décembre 2014 devant les délégués du parti. Joyce Mujuru est l'une des figures emblématiques de la ZANU-PF. Elle a été longtemps considérée comme probable héritière de Robert Mugabe. Joyce Mujuru, elle fait partie de la ZANU-PF, elle est dans la lutte depuis les années 70. Elle a rejoint la ZANU-PF relativement jeune. Elle a participé à la guerre de libération. Elle était dans les cabinets ministériels au moment de l'indépendance. Elle a occupé un certain nombre de fonctions gouvernementales jusqu'à donc être vice-présidente. Donc là, son exclusion montre bien, je pense, qu'il y a une volonté de la part de Mugabe d'éviter que le pouvoir ne soit repris par des personnalités qui auraient, entre guillemets, évolué avec lui. Pour l'historien, Joyce Mujuru pourrait être victime d'une disgrâce au profit d'une succession dynastique. En effet, la première dame, Grace Mugabe, qui dirige la direction de la puissante Ligue féminine de la ZANU-PF, nourrit également l'ambition de diriger le Zimbabwe, allant jusqu'à se mettre en campagne contre l'ancienne vice-présidente. Il ne faut pas oublier que Joyce Mujuru a été virée parce qu'elle était accusée de corruption, de complot d'assassinat. Donc on rentre un peu dans cette dynamique du complot qui permet à des régimes comme celui de Mugabe d'écarter des personnes qui seraient susceptibles de leur succéder. Après, le cas est quand même assez particulier parce que dans d'autres cas, ce sont souvent des successions un peu dynastiques. On met en avant le fils ou la fille. Et là, Joyce Mujuru est très clairement mise de côté. Et je crois que la première dame du Zimbabwe a aussi joué un rôle dans le fait que Mujuru a été écartée. Donc,
Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants. La ZANU-PF connaît des divisions depuis plusieurs années. Ces dissensions avaient affecté le parti arrivé en deuxième place au premier tour de la présidentielle en 2008. À 4 ans des prochaines échéances et aux avis de plusieurs spécialistes concernant la capacité de Robert Mugabe à se représenter à la présidentielle, les tensions risquent de coûter cher à la formation politique. Samuel, pour reprendre les termes de M. Boukari que nous venons d'entendre dans le sujet, une succession dynastique, c'est ce qui se trame actuellement au Zimbabwe. Clairement, et je pense qu'on est au cœur même de l'hyper-patrimonialisation du pouvoir. Ce que j'appelle souvent en des termes très sévères, la gestion indigène du pouvoir en Afrique. Je pense que quand on arrive au pouvoir, quels que soient les succès économiques ou en termes d'équilibre national qu'on peut enregistrer, il y a un moment où on peut servir sa nation et un moment où l'on peut apporter aussi une ouverture politique à son pays. Et je pense que si l'on est dans une situation d'implosion, non seulement au niveau du parti, mais aussi exposer le pays dans un cataclysme ou une violence armée sans précédent, parce que des choix qui ont été opérés sur le plan du développement institutionnel, mais aussi au niveau de la maturation de la scène politique, ne sont pas au rendez-vous. Et donc, finalement, on se rend compte que Mugabe reste peut-être un personnage historique dans son pays pour les luttes liées à l'indépendance de son pays, liées aussi au succès économique qu'il a pu enregistrer par rapport au dirigisme économique qu'il a pu enregistrer ou développer dans son pays. Mais tout cela va certainement desservir toute la nation entière parce que finalement, il n'aura pas su préserver ses acquis en permettant une ouverture politique qui permet d'assurer la continuité de la gestion de l'État. Alors, Gémal, on parle de Madame Moujourou, mais on se souvient qu'en décembre 2014, à quelques jours de la tenue du congrès de la ZANU-PF, qui devait élire un nouveau président du parti, il y a une dizaine de cadres du parti, justement, qui ont été évincés par Robert Mugabe. Est-ce que vous comprenez ? Il y a deux choses différentes. Il y a la vie normale, politique d'un pays où les ambitions des uns et des autres s'expriment et les uns évincent les autres pour justement libérer la place. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est une vie politique démocratique normale, démocratique au sein d'un parti. Et puis il y a une deuxième chose, c'est donc la succession effrénée, réelle, du président Robert Mugabe. Et donc ce sont deux choses qui se rejoignent incontestablement, mais ce sont deux choses différentes. La première ne me choque pas. Elle est violente parce que la vie politique est violente, parce que la vie tout court est violente. Et donc la vie politique et les ambitions des uns et des autres créent de la violence. La deuxième chose donc, c'est la succession en soi du président Robert Mugabe. Moi j'ai un faible pour Robert Mugabe, je le dis très sincèrement, et j'ai toujours du mal, même si je pointe là, et je pense que Samuel a raison, ce sont des choses regrettables. La gestion indigène du pouvoir est un mot excessif, cher Samuel, j'étais connu moins excessif. Et donc je suis toujours très embêté de traiter Robert Mugabe de ça. Cela dit, je pense qu'il a vieilli, qu'il a beaucoup trop vieilli, qu'il est au pouvoir depuis très longtemps, qu'il ne maîtrise plus la situation autour de lui, que sa femme prend de l'importance de plus en plus, que c'est une femme politique incontestablement déclarée, mais pas très légitime aux yeux de la classe politique. Je pense que ce pays qui a connu une guerre d'indépendance absolument remarquable, que ce monsieur avec Joshua Nkomo, qui a une histoire merveilleuse du continent africain, sont en train malheureusement de la dévaloriser, j'ai envie de dire de la démonétiser, c'est triste. Pour autant, voilà, nous sommes pour le moment dans le cadre de la vie politique, démocratique, d'un parti politique, même si le Zimbabwe n'est hélas pas un très grand pays démocratique, c'est pas une dictature non plus, je pense que c'est un pays qui respire, c'est pas un très grand pays démocratique. Alors, Monsieur Boukari, comme je l'ai dit tout à l'heure, Robert Mugabe a été élu à la tête de la ZANU-PF. Il est donc théoriquement autorisé à briguer un autre mandat. Il aura 94 ans lors de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il ira jusqu'à là ? Honnêtement, je ne pense pas. Mais après, je crois qu'au sein de la ZANU-PF, il y a une gestion assez autoritaire du pouvoir qui fait qu'on a évincé donc Joyce Mujuru, ce qui est dans la suite logique, vu qu'on l'a évincé du poste de vice-premier ministre. Elle n'a pas démissionné d'elle-même, on l'a évincée avec d'autres cadres. Et il y a très certainement une volonté de la part de Grace Mugabe de succéder à Robert, mais cela ne se fera pas de manière automatique directement après. Il faut sans doute organiser une transition. Et je pense que Robert Mugabe devrait lui-même organiser cette transition lors des prochaines élections. Et c'est la fin de cette première partie. Nous avons marqué une courte pause. On se retrouve très vite. À tout de suite.